va conclure tout le travail d'une équipe qui pousse derrière lui. Tout seul, je serais incapable de faire ça. C'est aussi une aventure humaine qui est incroyable. J'ai envie vraiment de réaliser mon rêve, de gagner cette route du Rhum. Aujourd'hui, on se dit qu'on est en position de pouvoir gagner cette route du Rhum. Nous sommes le 12 mai 2022, la route du Rhum c'est dans 6 mois, mais Armel Lecléache a pris de l'avance. Devant lui, la Guadeloupe. 8 jours de mer et 6500 km à jouer à saute-mouton à près de 80 km/h sur les vagues de l'Atlantique. Ce fut tout sauf une croisière. C'est vrai que c'était vraiment enrichissant de faire cette transat sur le parcours de la route du Rhum, avec pour moi d'abord un objectif de m'entraîner à faire les manœuvres, à chronométrer mes temps de manœuvre tout seul, de voir le comportement du bateau sous pilote automatique dans cette version 2022. Le skipper breton termine ce qu'on appelle un faux solo. Il a traversé la mer, seul aux manettes de son trimaran, mais pas tout à fait en solitaire. Puis d'avoir aussi à bord une partie de l'équipe technique pour qu'ils aient aussi ce ressenti, c'est voir si tout fonctionne comme on l'imagine. On sait que une grande partie de la performance d'un projet comme celui-là, il se joue dans la fiabilité des bateaux. Côté fiabilité, justement, tout va bien. Le voilier arrive aux Antilles sans gros bobo. Un vrai exploit pour ces géants aux pieds de carbone. Dans la marina de Pointe-à-Pitre, Bank Pop semble démesuré. Le mât culmine à 38 mètres de haut et la bête pèse 16 tonnes. Armel Lecléache est un des seuls marins au monde capable de manier un ultime en solitaire. Allez Armel! Impressionnant quand on en est à ses premiers bords en optimiste. Et après quand on passe la vitesse, hop, d'accord? Et donc on peut se mettre, comme ça, quand on est en équipage, on peut se mettre à 4 en même temps sur les deux colonnes, d'accord? On est 4 fois plus fort que tout seul. Et quand on est tout seul? Ah ouais, ça c'est plus difficile, 4 fois plus long. Donc on tourne les manivelles pour régler nos voiles et puis aussi on se sert des colonnes pour distribuer l'huile dans les différents vérins hydrauliques qui sont dans le bateau. En gros, ça c'est la source d'énergie qui fonctionne à l'huile de coude. Et après, moi je fais l'aiguilleur, voilà, tel à la SNCF, je vais dire le train il part à droite ou le train part à gauche, donc je vais choisir d'envoyer l'huile à droite ou à gauche. Donc quelle que soit la manœuvre à réaliser, de toute façon, la meilleure copine du bord, c'est la colonne de winch. Donc là, il y a énormément d'heures à passer. Un empannage, c'est 40 minutes voilà, en solitaire. Voilà. Hein, 40 minutes? 40 minutes de manœuvre. Mais parce qu'il faut changer de pas, genre, entre le moment où on commence à faire la manœuvre, voilà, il faut changer les voiles de côté, il faut descendre le safran qui est remonté, préparer l'empannage, border les voiles. Donc on ne fait pas un empannage tous les 5 minutes plus. Enfin, l'empannage... Il y a la voile pour lisser, c'est combien? C'est 45 minutes? À la grand voile tout seul, à tout monter, c'est à peu près une grosse demi-heure. Ouais. Hisser la voile seule, c'est fatigant mais possible. En revanche, pour sortir du port, mieux vaut une équipe bien rodée. Yannick, je peux faire tribord? Ouais. Et tu me dis quand on a passé la bouée là? À 2 mètres de la bouée. Et là tu peux y aller. C'est compliqué de le faire tout seul. Sans Zodiac, sans personne avec moi, ce serait impossible. Donc il y a un minimum de logistique pour sortir un grand bateau comme ça. Aujourd'hui, pour pouvoir naviguer en solitaire sur un outil comme cela, il faut avoir une équipe. Moi j'ai toute cette équipe qui m'aide à préparer les échéances, à préparer le bateau. Tout seul, je serais incapable de faire ça. C'est aussi une aventure humaine qui est incroyable, avec des gens avec qui on va vivre des aventures, on va vivre des émotions fortes, de joie ou de difficultés, mais c'est une belle histoire de vie. C'est un équilibre entre son talent de skipper, qui nous a rarement déçus jusqu'alors, et tout le métier et la passion de l'équipe qui travaille d'arrache-pied pour faire en sorte que ce bateau soit le plus performant possible, prêt en temps et en heure, et le plus fiable, ce qui n'est pas toujours facile. Il fait quand même 23 mètres de large, 32 mètres de long, donc ça prend un peu de surface, et puis surtout c'est un bateau qui est, même s'il est très solide, il est construit en carbone, donc le moindre choc, on va dire, avec une bouée ou un autre bateau qui serait au mouillage, ça risquerait d'endommager les coques. Donc oui, il faut être concentré quand on sort un bateau comme ça. C'est pas forcément tous les jours, mais quand on le fait, il faut le faire avec concentration. Aujourd'hui, jour de démonstration, le skipper est aidé.
À bord, 4 équipiers et quelques journalistes, un peu dépassés par la vitesse des événements. On prend un peu d'écarteur à bâbord, juste à la main. Il n'y a personne, il n'y a pas de journaliste devant, attention. Ok, pas mal. Vas-y, c'est parti, ça choque, vas-y. Donc, on vous demandez après d'aller de l'autre côté. On va, quand on va dérouler la voile et puis le début de l'accélération et après vous pourrez venir un peu plus. Pas le temps de terminer sa phrase, le voilier se lance. Dans le canal des Saintes, le bateau décolle, accélère. C'est à la fois vif et puissant. Souple mais brutal. Et on va border du J2. Enivrant à l'extérieur, transpirant à l'intérieur. On nous dira pour accélérer. On y va. T'abordes. Entre 2 empannages, le skipper profite d'une accalmie pour l'inspection de routine de son bolide. Je vais regarder un peu le foil. Le foil qui a été remonté, le foil au vent, là, on est pour vérifier que tout est bien tendu. Pour éviter que justement ils viennent taper dans la mer au vent. Voir s'il n'y a pas des points d'usure. Bon, même si on avait tout vérifié après la Transat AV, mais voilà, c'est toujours intéressant de le faire quand les conditions sont plus calmes. Là je vais aller voir un peu les voiles. Flo, on pourra reprendre l'approche de Genac. Donc là c'est le mât. Comme ça permet de regarder déjà s'il est bien réglé. Et on regarde s'il est bien droit. Là c'est plutôt pas mal. Après je vais aller voir dans la baume. Là c'est un truc que tu as le temps de faire au quotidien sur une transat. Ouais, on essaie de faire pas tous les jours, mais régulièrement des checks. Quand les conditions s'y prêtent, ou alors on décide vraiment de ralentir le bateau pendant un petit quart d'heure, d'aller contrôler tous les systèmes, voilà, visuellement, voir s'il n'y a pas quelque chose qui est mal attaché ou qui s'est détérioré ou qui s'est usé de façon anormale. Ça permettrait d'éviter d'avoir une casse plus importante et là pour le coup on pourrait être un peu plus embêté. Et une fois qu'on a fait ce contrôle, hop, on remet le bateau à 100% et on repart. Donc ça il faut le faire, c'est important, ça fait partie du job de la course, quoi. Alors bien sûr là je suis pas attaché parce que les conditions sont plutôt tranquilles, on est en équipage, mais en solitaire j'aurai mon harnais. Je vais me déplacer comme ça un peu, comme ça, un système d'accrobranche, pour voilà, pas prendre de risques. Bon voilà, là c'est plutôt pas mal, pas trop de soucis. Retour au rez-de-chaussée, la salle de sport d'Armel Lecléache. Ici, en solitaire, il peut passer jusqu'à 5 heures par jour à mouliner. L'idée c'est vraiment de travailler sur la récupération. Si je sais que je pars pour 7 jours de traversée, je vais faire peut-être 20-25 empannages. Bah, l'idée c'est que les 25 ils soient tous efficaces. On ne pas en faire 3 bien et 20 en étant complètement crevé. Donc l'idée c'est vraiment de se mettre à une puissance de travail. Parce que je sais que je vais partir sur 20 minutes d'effort. Et qu'au bout de 20 minutes, bah, je ne serai pas cramé, je pourrais éventuellement enchaîner par une prise de riz ou éventuellement un changement de voile. Et ça c'est important pour tenir. Surtout de rester lucide. On sait qu'avec ces bateaux, ça va très vite. Les bateaux peuvent vite accélérer, vite changer de conditions aussi, de mer, de vent. Et si on perd la lucidité, c'est là où on commence à faire des bêtises. Quasiment impossible d'être à 100% du potentiel du bateau en solitaire sur une route du Rhum. On essaie de s'en rapprocher un maximum de fois, mais c'est pas évident. Et l'idée c'est vraiment de mettre le curseur au bon endroit, de faire le moins de bêtises possible. Et voilà, si tout ça se passe bien, en général, le résultat il est au bout, quoi. Le vent faiblit, retour au port. En à peine 1 heure, le trimaran a avalé environ 70 km de mer. Ou plutôt, il les a survolés. Grâce à ces appendices, les 16 tonnes du bateau sont supportées par seulement 5 mètres de carbone immergés dans l'eau. Foil, safran et dérive. On a croisé un bateau de croisière qui allait vers les Saintes. On l'a doublé à l'aller, on l'a doublé en revenant, il n'avait quasiment pas avancé. Donc ça montre un peu le potentiel de notre machine par rapport à des bateaux de croisière qui sont ici aux Antilles pour les vacances. De vacances, il n'est pas question pour le skipper finistérien.
Durant ces 2 semaines en Guadeloupe, il va enchaîner les navigations techniques et les opérations communication à terre. Allez, on avance. Ça fait partie du job et c'est plutôt sympathique. Là, c'est quand même une balade agréable. On va aller visiter un site que je ne connais pas. Donc ça change un peu des conférences de presse classiques. Enfin vont s'ajouter quelques excursions pour la beauté du paysage, mais pas que. C'est le long de ces côtes, autour de l'île, que Joyon avait doublé Gabar in extremis pour remporter la dernière édition de la Route du Rhum. Ça valait le coup de venir. On a pu observer pas mal de choses, donc on a pris des notes. J'en dirai pas plus, mais ça nous servira, j'espère, pour avoir le moins de mauvaises surprises quand j'effectuerai ce tour de l'île, je l'espère, dans quelques mois, pour justement être prêt à garder les adversaires derrière moi, ou en tout cas avoir peut-être la capacité de les doubler si jamais c'était le cas. Changement de décor et de température. La Bretagne en septembre et Lorient, port d'attache du Team Banque Populaire. Retour sous les grains, retour au quotidien. Ce matin, Banque Populaire 11 rentre d'une sortie en mer plutôt musclée. Et l'équipe technique l'attend avec impatience. Là, on est content parce qu'ils ont eu de la mer, ils ont cassé 2-3 trucs qui ne sont pas du tout graves. Et que nous, on a le temps de réparer avant renforcer, revoir un peu la copie avant la course. L'ultime bleu et blanc arrive du golfe de Gascogne, fatigué, cabossé par les éléments. Avec ces dépressions qui commencent à s'enchaîner, on va aller chercher les limites du bateau, et ça, c'est à 2 mois du départ, c'est efficace parce que on sait que ces petits bobos-là, si on les évite, ne serait-ce que sur les premières heures de course, c'est aussi là de l'énergie de gagner. Ça peut être des soucis en moins à régler pendant la course, et donc ça rentre en compte dans la préparation globale. Le voilier n'est pas encore à quai, mais l'inspection commence déjà. Attention de marcher là, il y a une déchirure sur la bâche. Voilà, la bâche de la bâche. Et tu mets ta main aussi sur le bord d'attaque, c'est ça, où il y a la rayon là ? Ouais. Donc ça veut dire que vous n'avez pas fait assez solide. fait trop léger quoi. Ouais, trop léger, exactement. Donc on va profiter pour les renforcer. Mais... Le carénage aérodynamique, il apporte un gain en performance, et on veut qu'il soit le plus léger possible. Par contre, déterminer exactement la force d'une vague à l'impact quand le bateau marche à 40 ou 45 nœuds, c'est très difficile à dire. Donc on fait le plus léger possible, et après on renforce progressivement des petits détails comme ça pour qu'ils tiennent, et puis qu'on soit à la fois performant et à la fois léger. Dans la dernière ligne droite avant le départ, une vingtaine de personnes est mobilisée à plein temps pour bichonner le trimaran. Armel, c'est la pierre angulaire du projet, parce que c'est lui qui va conclure tout le travail d'une équipe qui pousse derrière lui. Mais c'est un travail de chaque homme et femme au sein de cette équipe pour qu'il ait le bateau le plus performant possible et en capacité de gagner. On a profité du Zodiac pour regarder un peu tout ce qui était sous le trampoline, sous les bras, les feuilles, tout ce qui était visible. Ça fait un premier check avant d'aller manger, il y a eu 2-3 petites bricoles. Et là maintenant, cet après-midi, on ira à l'intérieur du bateau pour voir un peu les cloisons, les endroits où ça a vraiment forcé, voir si tout va bien. Hop. Là on est dans l'antre du bateau. Ouais, donc dans la coque centrale. Donc là on a 2 personnes, une personne dans chaque flotteur. Nous on va faire la coque centrale, donc on va checker toutes les cornières de cloison. Ouais, donc à l'arrière on a un œil aussi sur le système de barre qui est ici. On regarde un peu tout. Déjà visuellement on voit beaucoup de choses quand il y a un crack. Donc voilà, je check toutes ces liaisons. Ici c'est le toilette. A priori ça va, ça n'a pas débordé. Florent Villebout inspecte chaque recoin. Là c'est un peu plus galère. Là c'est trop bien. Le voilà carrément au fond d'un bras de liaison. Rien de cassé. Rien de cassé pour le moment. Tout va bien. Ouais. Il y a un petit peu de condensation. Forcément, il y a eu un peu d'humidité, mais sinon tout a l'air clair. Durant 3 jours en mer, Armel Lecléache a peu dormi. Le commun des mortels aspirerait à une matinée sous la couette. Lui nous donne rendez-vous à 8h30 à la salle de sport le lendemain matin.
Là, c'est l'idée, c'est que tu restes bien gainé, tu essayes de dépenser le moins d'énergie. Je mets vraiment en mode solo là, voilà. Voilà, comme ça, c'est d'être bien relâché et clac. Allez, encore 1 minute comme ça. Ouais. Allez, c'est bien, c'est super. T'es calé, t'es gainé. Les bateaux qu'on a aujourd'hui, c'est des bateaux très exigeants où il faut un gros cardio, il faut être solide musculairement pour ne pas se blesser. Donc c'est un travail quasi quotidien de la part d'Armel pour être en forme le jour J au départ. Sans préparation physique, impossible de mener correctement un géant comme Banque Populaire. Et stop. 40 secondes de pause. Une navigation assez longue, je le ressens bien parce que je vois que je suis plus efficace, je récupère mieux. Du coup, tout est bénéfique. J'arrive à gagner du temps pour autre chose, du coup je suis plus lucide sur la météo, plus lucide sur les manœuvres, et tout ça, ça va dans le bon sens. Sur la route du Rhum, il va brûler environ 5000 calories par jour, enchaîner les manœuvres et les déplacements sur un bateau chahuté par les perturbations océaniques. C'est les déplacements sur le bateau, en fait, sur le trampoline. Moi, j'étais prêt à ramper, en fait, au début. Oui, si avec moi, je serais mis à ramper le trampoline, toi, alors que Armel, il court sur... On sait qu'on a un bateau qui potentiellement a le niveau de performance pour gagner. Maintenant, ça va être à moi de réussir à le mener à ce niveau-là pendant toute une traversée de l'Atlantique en solitaire. Donc ça, c'est un autre travail qu'il va falloir que je mène, mais ça, c'est quelque chose qui fait partie de mon ADN, parce que c'est quelque chose que je pratique depuis très longtemps, et à moi de le réaliser dans 2 mois. Un marathon à la vitesse d'un sprint, contre les concurrents et surtout contre les éléments. Voilà son ADN. Voguer, voler, border, choquer, traverser le plus vite possible, ne rien lâcher et à la fin, gagner.